Et puis, on va continuer par parler aussi de Covid, là. Docteur, les chiffres aujourd'hui, ça fait comme ça. Ou bien? Les chiffres sont en ascension. Eh Dieu. Oui, une ascension vertigineuse. Même vertigineuse en plus. Nous sommes, ces dernières semaines, il n'y a pas de jour où nous avons moins de 10 cas. Il n'y a pas de jour où on a moins de 10 cas. Nous avons moins de 10 cas. Au début, c'était un cas, des jours d'accalmie où vous n'avez rien. Oui. Voilà. Actuellement, nous sommes à 1365. Hier à 19h, je donne les chiffres d'hier. Parmi ces cas confirmés, il y a eu 981 qui sont guéris. Malheureusement, nous avons perdu 27. Et il y a actuellement 357 cas actifs. Qui sont actifs. Qui sont actifs, donc qui sont en train d'être soignés. Alors, les derniers cas confirmés, vous savez un peu c'est où? Et c'était combien? C'est un peu partout au Togo, naturellement. Hier, je crois, on doit avoir eu 13 cas au total. Ah, 13 nouveaux cas qui se sont ajoutés. 13 nouveaux cas qui se sont ajoutés. La question suivante, je l'ai oubliée. Non, mais sérieux, c'est chaud, quoi. Et est-ce que le bouclage, depuis quelques jours, des zones de la région centrale, là, est-ce que ça a permis déjà d'avoir des premiers résultats ou on ne sait pas encore? Le bouclage a toujours donné des résultats. Je vous donne un exemple. La première situation où une zone avait été bouclée, c'était Kouvon. Kouvon, c'est toujours dans la région centrale. Où, dans un couvent, s'il faut le dire ainsi, il y avait eu des cas positifs. Et ce couvent était dans une communauté. L'attitude réaliste a été de boucler la zone. Et j'avoue que ça a donné des résultats. Quel est l'intérêt de boucler? Le virus ne se balade pas seul. Ce sont les hommes qui sont des vecteurs. Qui transportent le virus, oui. Donc, si quelqu'un doit quitter une zone infestée pour aller vers une zone supposée saine, voyez-vous, il va porter le virus qui va pouvoir se diffuser dans la zone supposée saine. Et ceci a payé. Le feu de Kouvon a été éteint très rapidement. Une situation pareille s'est produite à Djarpanga, où on a eu d'emblée beaucoup de cas. Eux isolés là-bas, là? Ils sont isolés à la faveur de l'assouplissement des mesures au niveau du Ghana. Les compatriotes qui étaient là ont dû revenir. Alors que les frontières sont supposées fermées. Les frontières étaient supposées fermées, mais il y avait des gens qui apparemment avaient de petites formes. Ils ont pu passer. Pas les mailles. Pas les mailles. Et ça a augmenté d'emblée le cas, mais la riposte a été robuste et actuellement, Djarpanga est une zone qui est calme. Super. Et on a eu la situation de Soudou, qui a également été une zone frontalière du... C'est les contaminations frontalières aussi, ça. Voilà. Aussi. Il y avait un élève qui vivait de l'autre côté de la frontière et c'est arrivé dans le lycée. On a eu 29 cas, si j'ai bonne mémoire. Dans une école? Dans ce lycée. Mais lorsque les dispositions ont été prises, la situation actuellement est stabilisée. Preuve que les mesures de bouclage ont du sens. Et le bouclage ne se fait pas au hasard. Au début, comment les chiffres étaient annoncés, on nous parlait des districts. Mais c'est à l'échelle macroscopique. Le territoire est divisé en districts, en cantons, et les cantons en villages, voire en quartiers. Donc, ce qui se fait aujourd'hui en matière de comptabilité, en matière de statistiques des cas Covid, on va jusqu'au plus petit démembrement du territoire, histoire de savoir s'il y a des mesures à prendre, que ce soit circonscrit pour ne pas embêter tout le monde. On aurait pu boucler tout saut tout bois, mais c'est à Djengré qui a été bouclé. Qu'est-ce qui a justifié ça? Parce qu'il y a eu un cas qui a été dépisté au niveau de Sokodé. Mais dans l'investigation qui a suivi, le monsieur avait 2 résidences.
Et comme quoi la polygamie aussi c'est un facteur de dissémination. Non, je n'ai pas dit qu'on a dit polygame, on n'a pas dit. Je ne l'ai pas dit. Non, c'est bon, il n'a pas dit, il est polygame, je ne l'ai pas dit. Donc, dans son entourage à Adjengré, on a eu des cas positifs. C'est ce qui a justifié également cette attitude. Donc, c'est le cas de Sokodé qui a fait boucler Adjengré parce qu'il a Il y a eu beaucoup d'autres cas qui sont en train de se manifester. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une grosse flambée avant d'agir. C'est clair. Donc, le plus tôt on agit, mieux c'est les résultats. Voilà. C'est cool, c'est clair. C'est complètement clair. On sait que Tchamba, il paraît aussi, est bien infesté aussi. On va relativiser Tchamba par rapport à l'effectif que nous avons en Sokodé, c'est pas pareil. Mais Tchamba a eu cette particularité d'être assez calme pendant un bon moment. Oui. Et du coup, les cas ont commencé par augmenter en effectif. Et ceci est à corréler avec un événement particulier. C'était la fête de Tabaski qui a supposé des rassemblements, même s'il n'y a pas eu de grands rassemblements. Dans les familles, il y a quand même des gens se sont rassemblés en famille, voilà, beaucoup de voyages, d'échanges. En famille. Et lorsqu'on voit, au début, on se disait que c'est une maladie de voyageurs. C'est vrai, en partie. Mais dans la communauté, qu'est-ce qu'on a identifié? Il y a eu quelques voyageurs qui sont revenus, testés positifs. Mais au-delà de ces voyageurs testés positifs, on a vu des cas suspects. Et il y a eu des contacts de ces cas suspects et des voyageurs testés positifs, ce qui signifie à suffisance que la maladie circule déjà dans la communauté et il va falloir prendre les mesures qui s'imposent. C'est cool. Est-ce que le message, il passe? Est-ce que avec cette situation, finalement, ces populations, ces personnes vont comprendre que c'est la proximité et beaucoup de les rassemblements, c'est ce qui est propice à la propagation, puisqu'on a eu écho quand même qu'il y a beaucoup de suspicions là, qu'il y a beaucoup de... c'est des personnes qui ne sont pas très réceptives au message de la présence, de l'existence même du Covid et de la menace des risques auxquels elles s'exposent en se visitant traditionnellement. C'est des attitudes de leur vie au quotidien qui comportent des risques complètement de propagation de ce virus. Est-ce qu'avec la situation actuelle, nous voici devant le fait accompli, est-ce que ces personnes comprennent finalement que, ah oui, que cette maladie existe et que nos attitudes vraiment sont à risque? Il est évident et c'est établi que le message passe difficilement. Et ceci suppose qu'il faut adapter la communication. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on a vu quoi? Il y a le coordonnateur national de la riposte qui s'est déplacé dans la région. Il y a eu des ministres de la localité, des leaders d'opinion qui se sont jetés dans l'activité de communication, de proximité. Parce qu'un message apporté par des pairs, il est beaucoup plus facile à le recevoir que lorsque c'est des étrangers ou des personnes non habilitées qui le portent. Et je pense que ceci va pouvoir avoir de l'effet. Et pour que ça marche, il faut que les autorités locales et que chacun s'approprie de ces messages justement et continue par le ventiler. Covid, on ne peut pas, ou bien on ne voudrait pas attendre d'avoir des décès avant d'y croire. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux s'il y a de ces genres d'attitudes. Donc je me dis qu'en adaptant la communication, en faisant participer les pairs, ça peut marcher. C'est cela. Il y a pas mal de choses qui sont faites dans la région aujourd'hui, les émissions radiophoniques. En langue traditionnelle. En langue traditionnelle, qui sont synchronisées. Je pense que le message, il y a suffisamment d'informations qui sont véhiculées. Et ça doit pouvoir aller. C'est cela. Justement, hier, sur le terrain, il y avait des femmes voilées à qui on donnait le masque. Et il y a une jeune fille qui a refusé d'en prendre parce qu'elle utilise donc son voile comme cache-nez. Alors que le tissu est léger. Il est très léger. Ce tissu-là, il est très léger. Il peut laisser passer. Elle a refusé d'en prendre. Puis elle se dit qu'elle a déjà un voile, quelque chose qui cache son nez. Donc elle a refusé de prendre. Elle a refusé de prendre le masque.
touché. Quand nous étions à Tokan Djoumassissi, dans la D8, c'était le même cas qui se posait. Il a fallu donc, c'était Joseph ou Daniel qui passait le message. Le voile ne remplace pas le masque. Donc, on a dû leur expliquer et elles avaient quand même accepté de prendre. Docteur, que le voile, ça va remplacer parce que le voile, ça cache le nez. Quoi, et voir. On n'a pas dit de mettre quelque chose sur le nez. On a dit de mettre quelque chose qui protège, qui filtre, qui empêche le virus de rentrer, ou bien? Tout à fait. Aïe. Le masque, il est fabriqué dans des normes qui protègent. Le voile, il couvre certes, mais il n'a pas le même degré de protection que le masque. Autant porter le masque et mettre le voile là-dessus. Si votre voile était aux normes de l'OMS, voilà, vous mourriez sous le voile parce que ça va être épais, façon, ça va être lourd. C'est-à-dire que le masque standardisé comme ça, le masque selon les normes, c'est 3 couches. Une couche de tissu, joli, une couche quand même d'un tissu qui filtre et puis une autre couche d'un tissu qui est doux, qui n'irrite pas le visage. Donc le voile simple là, c'est trop léger, non. Le voile ne remplace pas le masque, s'il vous plaît. Portez le voile et puis le masque en bas. Docteur, est-ce que c'est vrai que quand les personnes décèdent, que vous les enterrez en catimini, vous êtes directeur général du CHU Campus de Lomé, que quand quelqu'un meurt de Covid comme ça, vous-même vous faites glama, et puis vous rasez les murs comme ça, et puis vous enterrez, vous ne nous dites rien. C'est vrai. Et puis pire, on les voit de loin, la nuit, à Bekbota. À Bekbota, habillés en zombie, en astronaute. Et bien puis vous allez enterrer nos morts. Est-ce que c'est vrai, docteur, cette affaire-là? Je crois que ce sont des idées reçues. Et le nouveau code pénal, même dans son article 356, punit quiconque aura manqué du respect aux morts. Oui. Je le dis bien. Il y a une sanction. C'est de 1 à 5 ans d'emprisonnement pour quiconque aura manqué du respect aux morts. Et dans ce qui se fait aujourd'hui, tous les patients Covid-19 qui sont décédés ont bénéficié d'un enterrement qui a été digne. Au nom de cet article que je viens de citer, parce que les morts, le respect dû au monde, le respect dû à l'homme ne s'arrête pas à la mort. Même après, il y a le respect qui doit continuer. Et secondo, c'est un enterrement qui est sécurisé. C'est ce volet qui fait que l'on a l'impression qu'il y a quelque chose de caché. Absolument pas. Alors les gens ont accès, les gens peuvent voir leur mort? Bien sûr que oui. Mais dans des conditions de sécurité extrême. J'ai assisté à une situation dans une localité dont je tais le nom, où une vieille est décédée de Covid. La famille est venue réclamer le corps. Ça allait dégénérer. Je dis non. C'est leur droit de réclamer, mais il y a une nécessité sanitaire qui fait qu'on ne devrait pas remettre ce corps. Nous avons engagé une discussion pour leur faire comprendre. C'est permis de voir la dépouille. On ne la touche pas. Sauf qu'on ne va pas toucher. Les agents de santé sont formés à pouvoir entretenir ce corps parce que le corps est respecté et le mettre dans des conditions qui n'exposent pas la famille. Donc c'est un enterrement qui est encadré. Donc, il n'y a pas de chapelle ardente pour des corps comme ça. Genre, façon, on fait exposition du corps, tout le monde vient voir. Ce n'est pas organisé dans ce sens. Mais il est permis cependant que la famille, quelques membres de la famille, viennent voir. Parce que n'oublions pas, le deuil, c'est un processus. Je perds un membre de famille et je n'ai pas eu l'opportunité de le voir. Mais en réalité, je ne l'ai pas encore perdu. C'est clair. Voilà. C'est ce que en Occident, par exemple en France, quand on a suivi tout le cheminement aussi sur les médias, chez eux c'est plutôt plus compliqué parce que la personne meurt. Vous voyez, les gens mouraient comme des mouches là. C'est les pompes funèbres qui s'en chargent. Vous venez, vous voyez le cercueil et puis vous partez. Les corps n'ont pas été, les personnes n'ont pas été remis. Il y a pour certaines personnes même, elles n'ont pas vu forcément les cercueils de leurs parents. Et je vais vous raconter une situation même que nous avons vécue à Lomé ici. Une nuit, j'ai été réveillé vers 23 h
docteur, il y a un décès ici. Nous avons appelé la pompe funèbre qui devait s'occuper, puisqu'il y a une contractualisation qui a été faite avec une pompe funèbre. Donc ce n'est plus la charge des familles quand ça meurt comme ça? Non, non, non. Il y a une équipe qui est bien drillée, ils ont été formés, ils sont équipés, et justement, c'est eux qui s'en occupent. Ils ont été appelés, il n'y a pas eu de réaction. Je me suis déplacé à Lomé, au CHR, Lomé Commune, parce qu'il s'est fait que ce patient était dans la cabine avec un autre patient Covid. Ce n'est pas concevable de laisser à côté du vivant une personne qui est décédée. Qui est décédée jusqu'au lendemain. Ouch. Il fallait forcément sortir le corps. La pompe funèbre n'a pas répondu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai pris un des chauffeurs avec le corbillard qui était là, plus un hygiéniste. Je leur donne la mission, allez à tel endroit, vous prenez le patient, on va le déposer dans la chambre froide. Le temps que, à minuit, je ne vais pas appeler une famille. De venir constater. Je ne vais pas appeler une famille à minuit pour lui annoncer un décès. Laissez reposer au moins cette nuit-là. Donc, c'est ce qui a été fait. L'équipe hésitait. Ils disent, mais nous, on n'a pas appris à faire ça, ce n'est pas notre job. Non, c'est possible. Je les ai accompagnés. Ensemble, nous avons mis le corps dans le sac mortuaire et nous l'avons déposé dans la chambre froide. Le lendemain matin, j'ai appelé la famille qui m'a rejoint au CHU Campus. J'ai annoncé le décès. Nous avons été voir le corps et organiser maintenant l'inhumation. Voilà techniquement comment ça se passe. On n'a jamais inhumé quelqu'un sans que la famille n'ait été associée. Imaginez que notamment ce défunt ait été inhumé sans que personne de sa famille n'ait été saisi. Comment ça va se gérer? Oui, c'est compliqué. Donc, le respect reste dû aux morts et l'enterrement des patients Covid a la particularité d'être digne et sécurisé. Encadré, mais digne quand même, selon comment ça se fait dans les normes. Docteur, votre travail là, hein? Oui, j'ai cet avantage, je suis médecin légiste. Ah, vous êtes même légiste? Je suis médecin légiste et peut-être c'est, je ne vais pas dire une déformation, c'est une capacitation, un atout lié à ma profession. Non, vous n'avez pas peur des morts? Ce sont mes partenaires. Mes partenaires. Et bon, pour vous faire rire, les morts ont au moins l'avantage de ne pas mentir. Ils vous disent tout. Il suffit de leur poser les bonnes questions. Aux morts? Bien sûr que oui. Jean, ça dit quoi? Mais je veux retrouver la cause du décès, les circonstances du décès. Mais j'ai les signes que le mort me présente. Voyez-vous? Non, la personne est morte comme ça, vous travaillez sur ça? Voilà, nous faisons l'investigation. Maintenant, quand vous étiez à l'école, là, c'est ça que vous avez choisi? Il le faut. Nous en avons besoin dans la société. Il y a des gens, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Oh oui, vous avez l'avantage d'être légiste, c'est pour ça que vous... Ok, je vois. Eh Dieu. Et puis l'émission d'aujourd'hui même. Et l'autre cas aussi on a appris ça, le coordonnateur de la lutte en a parlé mercredi dernier au cours de sa conférence de presse, que dans le contexte actuel, des gens soient prêts pour de l'argent, je ne sais pas combien, à falsifier des résultats. Parce que la personne devait voyager, son test était positif, il fallait qu'elle ait un test négatif pour voyager et qu'il y ait des agents de santé, des agents qui travaillent, c'est-à-dire qui connaissent Hippocrate, ils ont entendu le nom là un jour, qui aient accepté de falsifier les résultats, de mettre le machin positif en négatif pour que la personne circule librement parmi toutes les autres. Et je ne comprends pas. C'est vrai cette affaire, hein? C'est une situation déplorable. Je dirais même plus, docteur, c'est déplorable. Oui, parce que ces individus qui ont posé ce acte n'ont pas vu la portée. Pour quel bénéfice? Je ne sais pas. On a lu 50 000 dans un article. Je ne sais pas si c'est réellement pour 50 000 qu'il faut prendre ce risque et faire courir le risque aux autres. Parce que
il a été établi, hein, c'est un monsieur qui a été testé positif. Pendant qu'il était recherché pour intégrer le centre de prise en charge. Oh, il avait été testé déjà où? En ville? Oui. Il était en contact. Voilà, il a été testé positif. Et il avait un projet de voyage. OK. Donc, un autre s'est substitué pour aller refaire un autre test. En son nom. En portant son nom. Mais il y a un dispositif qui est mis en place au laboratoire. Tout de suite, on s'est rendu compte que non. L'identité là ne correspond pas. Nous avons déjà testé ce type, le nom-là, ça a sonné. Voilà, lorsqu'on a remonté, on a pu retrouver le poteau rose. Donc, c'est une situation qui est vraiment triste. Et donc toute ta vie aussi, accepter faire ça? Accepter, manipuler? Vous savez, nous avons... Lise, pardon, tel que ça, je comprends, c'est plutôt une autre personne qui s'est substituée au porteur qui est venu. Donc, le non, médecin... c'était en complicité. Il y avait une complicité avec un agent des agents de santé. Il y a bien sûr une complicité. Les agents de santé savaient. Ces agents savaient. Donc, les investigations sont en cours pour mieux établir les responsabilités. Mais j'avoue que le faux, on ne félicite pas celui qui a fait le faux. Ça, hein. Dans le code pénal, il y a des dispositions. Il y a des dispositions pour le récompenser aussi. Oui, dans l'article 379, je crois. Tu vois, si l'article, c'est qu'ils vont faire quelque chose. Hein. Oui, il aura droit à 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. Qui? L'agent de santé ou bien la le malade? La personne qui a fait le faux. Celui qui allait donner son nom pour le test. Les juges vont établir et pouvoir faire le dispatching en termes de sanctions. Maintenant, même la personne qui était malade là, elle est dedans. Celui qui allait faire le test en son nom, dedans. Les agents de santé qui sont... Oh, la personne va manger. Vont pouvoir apprécier. La personne va manger. Les juges vont établir et pouvoir donner à chacun son carton. Son carton, c'est clair. Alors, vous avez pu finalement mettre la main quand même sur la personne malade? Oui, elle est actuellement soignée. En attendant de passer aux autres soins. Bon, moi, je ne sais pas trop. Elle sera soignée. Je ne sais pas trop. Non, mais ça a été sûr. Mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas... Il n'y a pas d'autres cas qui sont passés comme ça? C'est une situation malheureuse, mais qui permet en même temps de se dire ce que l'intelligence humaine est capable de faire. Et nous amener à être beaucoup plus vigilants et à renforcer le dispositif de sécurité du système. C'est clair. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui est informatique, électronique, vous avez des gosses qui vont prendre plaisir à vouloir déjouer un système. Ce n'est pas plaisir, pas pour un intérêt particulier. Donc, il va falloir que l'on regarde davantage et que le système soit véritablement verrouillé. Bien verrouillé pour que ces gens-là ne nous mettent pas en danger. Voilà. Mais l'infirmier, l'agent de santé qui fait ça, il ne sait pas qu'il met lui-même, sa famille en danger. On n'imagine pas la portée de ça. Dans ce contexte-là, on va se permettre de jouer encore aux fraudeurs. Mais c'est courageux et c'est criminel. Monsieur le juge, vous avez du boulot. Il y a des gens pour vous. Un pour toi, un pour lui. 4 pour toi, 5 pour lui. Bien sûr que oui. Lorsque vous prenez Covid aujourd'hui, lorsque nous ne savons pas qu'un tel est infecté, c'est différent. Mais savoir et le laisser, là, ça pose problème. C'est criminel. Il y a des mesures à prendre lorsque quelqu'un est infecté et qu'il est identifié. Il va falloir le mettre dans des conditions qui permettent d'éviter la diffusion de la maladie. C'est clair. Et donc, à notre niveau, globalement, avant d'aller au rappel des mesures barrières, là, est-ce qu'il y a d'autres situations par rapport à ce mal que vous suivez, que vous vivez? Est-ce qu'il y a d'autres fausses informations que les gens circulent, que vous voulez saisir cette opportunité pour corriger? Oui, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent à côté des bonnes informations et c'est fait des fois à dessein. Je ne sais pourquoi et personne n'a intérêt à aller dans la logique là. En fait, aujourd'hui, c'est que Covid est là. Covid, c'est une maladie qui est grave, elle tue. D'aucuns prennent plaisir à faire circuler de fausses informations par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde est reporter. Comme quoi les agents de santé
ont un intérêt particulier, c'est ce pourquoi ils dépistent. Non du tout. Non du tout. Cette activité fatigue. Elle épuise. Personne ne prend plaisir à faire ça. Mais c'est pour nécessité que l'on traque par tous les moyens les cas positifs de Covid pour pouvoir les prendre en charge. Aujourd'hui, nous avons pu voir dans les statistiques, au début, on disait que c'est la maladie des voyageurs. C'est établi qu'elle circule dans la communauté. On a pu dire au début que c'est les personnes qui ont des comorbidités, qui portent des maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension, qui font les formes graves de Covid. Aujourd'hui, on voit que tout le monde peut faire tout le monde, toutes les couches socio-professionnelles, toutes les catégories, toutes les tranches d'âge. Enfants, adultes, toutes les tranches d'âge sont concernées. Covid n'est pas l'affaire d'une ethnie, d'une religion, non. C'est établi sur tous les territoires, l'étendue du territoire togolais aujourd'hui, il y a des cas Covid. Donc il va falloir que l'on se ressaisisse. On doit pouvoir se ressaisir. Personne n'a intérêt à distraire les autres. Il faut que nous observions les mesures édictées. Et ces mesures, justement, sont toujours en vigueur. Il y a certes eu assouplissement, mais ça ne veut pas dire que Covid est parti et on doit faire ce que l'on veut. Elles sont d'ordre collectif et individuel. Collectivement, lorsqu'il y a nécessité de rétablir le couvre-feu, ça va se faire. Lorsqu'il y a nécessité de circonscrire des zones en termes de bouclage, puisque le virus en lui-même ne se balade pas tout seul, c'est des hommes qui sont vecteurs. Donc on va empêcher les hommes de circuler et de faire circuler le virus. Collectivement, c'est en ça on dit, là où il y a du monde, on doit pouvoir éviter les mesures de distanciation sociale. Ou alors, si on est obligé d'y aller au marché, etc., on doit pouvoir prend se protéger. Ces mesures, on doit pouvoir se protéger. Et individuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut se laver les mains à l'eau et au savon, autant que l'on peut. Il y a un geste élégant aujourd'hui. Je veux tousser, je veux éternuer. C'est dans le coude. Sinon, c'est comme ça qu'on devrait faire depuis. C'est pas Covid qui devait nous apprendre ça. C'est élégant. C'est plus élégant que de le faire dans la main. Tu vas être choua comme ça. Et tu emmerdes tout le monde. Et puis tu fais... Et quelle élégance dans la trou. Ouais, vous. Le port de masque. Ouais. Je vais ajouter le port correct. Oui. C'est une obligation. C'est clair. Il faut que le masque couvre aussi bien le nez que la bouche. Oui. Puisque, à quoi sert le masque? C'est justement pour éviter la projection des portions, des sécrétions. OK. Lorsqu'on a la possibilité, pas qu'on a la possibilité, on doit nettoyer régulièrement les surfaces pouvant être en contact avec les sécrétions. Prenons les poignées de nos portes. Combien de personnes ne sont pas rentrées ici? S'il n'y a pas eu lavage de main, heureusement, vous avez un dispositif à l'entrée. Des dispositifs, voilà. S'il vous plaît. Merci de me prêter le mot. Mais ça n'empêche pas de toujours nettoyer les poignées. Et ces mesures ne suffisent pas individuellement. C'est l'ensemble qu'il faut observer. Je me rappelle à l'hôpital la semaine dernière, j'ai été outré, je suis obligé de sortir pour interpeller un de mes infirmiers. Il a porté le masque le plus adapté, le N95. Mais pendant que je l'observais sur l'écran de la vidéo. Ouais, il regarde dans son bureau tout ce qui se passe partout. Qu'est-ce qui se passe? Ça, oui. Mais il a porté des gants également, c'est bien. Mais il a passé tout le temps les 15 minutes d'observation, mais il ne faisait qu'envoyer la main au visage. Aïe, aïe, aïe. Il a porté ses gants depuis quand? Une paire de gants, c'est pour un acte, on l'enlève, on se lave les mains. Il se sentait certainement protégé en ayant porté les gants, mais en réalité, il n'est pas protégé. C'est le mal avec les gants. On se croit donc, protégé, mais ça tombe dessus. Il apporte la main au visage, après il va se laver les mains et va prendre maintenant. Aïe, 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 il reprend maintenant le naturellement, masque. Il reprend, naturellement. Lorsque je croise des gens qui portent mal le masque, donc ils vont se plaindre peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment. Le peu disponible, si on le met sous le menton, on n'est pas protégé. Même pas. Mieux que ça aujourd'hui, lorsque je reviens aux hôpitaux, ça c'est important, il faut le dire quand même, hôpitaux comme
tout service public, je suis heureux de voir qu'il y a des dispositifs de lavage de mains un peu partout. Ces dispositifs, on doit pouvoir se dire que c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas pour le responsable de l'institution. Quiconque passe et qui se rend compte qu'il n'y a pas d'eau, doit pouvoir, il n'est pas obligé de remplir, mais interpeller la personne qui doit pouvoir faire l'activité. C'est clair. C'est important à faire. Et de façon technique, pour se laver les mains, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est l'eau d'abord avant de mettre le savon. On ne met pas le savon avant de chercher de l'eau. Vous allez au dispositif de lavage de mains. Vous mettez le savon, vous appuyez, il n'y a pas d'eau. Quel inconfort. Mais techniquement, on met l'eau, on mouille la main d'abord avant de mettre du savon. C'est clair. Donc je pense que c'est l'ensemble de ces mesures respectées qui nous permettront d'éviter, en se disant que nous avons actuellement tout intérêt à rentrer dans une culture de prévention. Je vois mon frère qui n'est pas protégé, doit pouvoir attirer son attention. Ça m'arrive de croiser des gens, que ce soit à l'hôpital ou bien en dehors. Lorsqu'il a mal porté son masque, je dis, mais vous avez oublié de couvrir le nez. Ou je le trouve dans une situation, je dis, mais monsieur, il y a Covid ici. Il y a Covid ici. Je dis, il y a Covid ici. Je ne lui dis pas de porter le masque, il y a Covid ici. Et lui-même, il porte le masque rapidement, oui. Donc, le même message, on peut le formuler autrement. Que chacun soit père éducateur, en fait, voilà. dans sa communauté autour de lui. Donc, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un contre les autres, mais c'est ensemble qu'on doit pouvoir se mettre pour se liguer contre Covid-19. Contre Covid-19. Docteur, non, c'est pas docteur. Hein. Quand je dis docteur, je ne pourrais pas dire tout le titre. C'est médecin commandant Agbobliao, APDT. Merci de nous avoir aidé à faire ce petit journal du Covid-19, d'avoir ramassé en fait toutes ces informations très importantes que nous connaissons, mais que nous faisons semblant de ne pas connaître toujours et qui mettent une attitude donc, qui met en danger les uns et les autres. Merci vraiment d'être passé. Vous êtes directeur général du CHU Campus de Lomé et très impliqué dans cette lutte-là. Merci pour vos boîtes d'informations. On vous a pris votre samedi. C'est moi qui vous remercie pour ce que vous faites. Et je crois que chacun dans ce contexte a justement fait sa partition, comme l'aurait fait le colibri. C'est cela. Il y a l'incendie. Avec son bec, il est parti puiser des gouttelettes d'eau. Et puis il vient mettre que chacun fasse sa part. Si chacun le fait ainsi, je pense que Covid, nous allons pouvoir vivre côte à côte sans se frotter. C'est cela. Voilà. Chacun va passer sa route comme les deux fers d'un rail. Chacun passe de son côté, personne ne va se toucher. Voilà. Puisque visiblement, c'est parti quand même pour un petit bon moment ensemble avec tonton Coco. Tonton Covid. Docteur, merci d'être passé. Très belle suite de journée à vous. Merci à vous. Et puis nous, on va continuer l'émission pour la dizaine de minutes qui restent. On va parler de sécurité routière. C'est toujours pour la survie des populations. On va parler de la surcharge des tricycles. Vous prenez en charge les accidentés chez vous au CHU Campus, docteur? Oui, on prend en charge les accidentés non graves. En traumatologie. D'accord. Oui. Les tricycles, ils viennent. Hein. Je suis sûr que parmi les blessés, les gens qui viennent, il y a plein qui conduisent les tricycles, entre autres. Oui, c'est le phénomène du moment. Hein, et ce qui est de plus en plus constaté avec ces tricycles, il y a un type lésionnel qui est typique, c'est la fracture de côte. Ah, ok. Ah oui, pendant que le tricycle veut te dépasser, piéton ou bien à moto, l'endroit, son gabarit. Voilà, le plus approprié, ce sont les côtes. Et c'est également, c'est le type lésionnel qu'on voit également avec les charrettes. Hein, lorsque je prends le Sahel, c'est exactement ça. Il est important que ces conducteurs de tricycle, si j'anticipe, observent ou bien respectent le code de la route, qu'ils soient formés, justement. Vous les voyez prendre le côté gauche de la voie pendant qu'ils ne roulent pas. Voilà. Donc, il y aura d'autres personnes beaucoup plus avisées qui... Vraiment. Docteur, merci énormément pour toutes ces belles informations. On va souffler tout de suite et puis on reçoit au plateau M. Casimir Guéli, c'est l'invité de Gracia pour Feu Rouge. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne,
on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben je sais pas moi, place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général la poignée de porte. Une poignée de porte Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous.